Vous voyez cet homme ? Cet homme, c'est Chester Williams. Troisième joueur de couleur noire à avoir joué dans l'équipe sud-africaine de rugby. Le premier depuis la fin de l'apartheid. Véritable légende dans l'histoire de son pays, l'événement auquel lui et ses coéquipiers ont participé en 1994 dépasse largement le monde du ballon ovale. Bienvenue dans Mémoire de sport. « 27 avril 1994. Des millions de Sud-Africains se précipitent dans les bureaux de vote pour élire leur nouveau président. D'interminables files d'attente jalonnent tout le pays. Mais cette élection a une toute nouvelle saveur. En effet, c'est la première fois depuis la fin officielle de l'apartheid en 1991 que les personnes de couleur ont le droit de voter pour des élections en Afrique du Sud. Les citoyens de ce grand pays d'Afrique ont donc de nombreux choix pour élire leur nouveau président. Et c'est le Parti du Congrès national africain, dirigé par Nelson Mandela, opposant historique au système de ségrégation africain du Sud, qui est largement élu, avec 62,25% des voix. Celui-ci devance le Parti national de l'ex-président Frédéric de Klerk, qui a aboli l'apartheid et reçu le prix Nobel de la paix en 1993, conjointement avec Nelson Mandela. C'est donc le début d'une présidence inédite en Afrique du Sud. Nelson Mandela ne cherche pas à se venger, mais à reconstruire un pays en crise, tout en apaisant toutes les tensions existantes dans ce pays divisé. Si Nelson Mandela ne s'intéresse pas forcément au sport, son élection intervient un peu plus d'1 an avant la Coupe du Monde de rugby organisée dans son pays et qui va devenir le symbole de l'après-apartheid et de la reconstruction de l'Afrique du Sud. Le 25 mai 1995 débute dans l'enceinte de Newland, au Cap, le match d'ouverture de la première Coupe du Monde organisée sur le sol sud-africain. La préparation de l'équipe verte et or a été médiocre et s'est soldée par de nombreuses défaites qui ont enlevé le peu d'espoir que le pays affichait en ses joueurs. C'est dans cette ambiance que l'équipe menée par son capitaine emblématique et troisième ligne François Pienaar lance son tournoi contre l'Australie par une étonnante victoire 27-18. S'ensuivent 2 matchs qu'on peut considérer de faciles, se soldant par 2 victoires contre les modestes équipes de Roumanie et du Canada. Ces 3 rencontres victorieuses permettent à l'Afrique du Sud de sortir première de sa poule et d'affronter la rugueuse équipe samoane pour son premier match à élimination directe. Une formalité, une victoire écrasante, et voilà l'Afrique du Sud en demi-finale de sa Coupe du Monde, chez elle, devant son public. Elle attend la France dans son Kings Park Stadium de Durban, pour ce qui restera l'un des matchs les plus controversés de l'histoire du rugby, tant pour une question arbitrale que pour une question météorologique. Le 17 juin, les joueurs se préparent et n'ont qu'une hâte, en découdre sur le pré. C'est sans compter le spectacle apocalyptique qui se déroule à l'extérieur. Les officiels s'accordent pour déclarer le terrain impraticable. Mais c'est sans compter les annonceurs, qui veulent à tout prix diffuser la partie. Après de longues minutes d'incompréhension, les 2 équipes rentrent sur le terrain, qui, à défaut d'être une prairie, ressemble plus à une piscine olympique. L'équipe sud-africaine sort vainqueur de cet affrontement, qui verra 3 essais refusés aux Français et 1 essai non valable accordé à l'équipe d'Afrique du Sud. De nombreux doutes furent émis sur la neutralité de l'arbitre de ce match. Mais les Verts et Or sortent tout de même vainqueurs et s'apprêtent à jouer la toute première finale de Coupe du Monde de leur histoire contre l'ogre néo-zélandais et son joueur phare, Jonah Lomu, terrible de puissance et qui étonne tous les observateurs par sa facilité et la peur qu'il engendre chez l'adversaire. C'est donc le 24 juin que se déroule le plus grand match de l'histoire du rugby sud-africain dans l'Ellis Park, grand stade de Johannesburg. Un pays entier est maintenant derrière son équipe et de plus en plus de gens commencent à s'intéresser à cet événement historique. Le stade est recouvert du drapeau arc-en-ciel, nouvel emblème de cette Afrique du Sud en reconstruction et remplaçant le drapeau de l'apartheid. Juste avant le match, un avion de ligne passe 2 fois juste au-dessus du stade avec ce message. Good luck, Bok. Bonne chance les Springboks, surnom donné à l'équipe sud-africaine de rugby. Le match peut démarrer dans une ambiance survoltée. Le haka, danse guerrière effectuée par les All Blacks avant chaque match, est d'ailleurs rendu presque inaudible car recouvert par les chants de supporters. Le match est âpre et aucune des équipes présentes sur le terrain n'arrive à déjouer les plans de l'adversaire. Le score est de 9-9 au bout du temps réglementaire. Le match se jouera donc en prolongation. Les All Blacks tentent ce qu'ils peuvent, mais la défense acharnée d'une équipe sud-africaine remontée à bloc ne permet pas, même à Jonah Lomu,
pourtant dévastateur, un essai de l'équipe néo-zélandaise. C'est Joel Stransky qui libère tout le peuple sud-africain grâce à un drop à 8 minutes de la fin. La Nouvelle-Zélande ne reviendra pas et l'Afrique du Sud s'impose, sur son sol, au terme d'un match difficile qui restera à jamais gravé dans les mémoires du sport. Des scènes de liesse jalonnent le pays entier et c'est Nelson Mandela qui vient remettre le trophée sous les acclamations de tout le stade au capitaine François Pinard. La photo de cette poignée de main, Mandela portant le maillot des verts et or, reste extrêmement célèbre et marque l'émergence de la nation arc-en-ciel dont ont tant rêvé des millions de Sud-Africains et Nelson Mandela lui-même. Mais malgré tous ces efforts, l'Afrique du Sud reste aujourd'hui un pays très divisé et de nombreux scandales sont venus éclabousser cette équipe sud-africaine, championne du monde. Malgré de nombreuses avancées durant la présidence de Mandela, l'Afrique du Sud reste un pays très divisé et ancré gravement dans la crise. En effet, plus d'un quart des habitants ne peuvent pas manger à leur faim et un peu plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les populations de couleur sont les plus fortement touchées. Ces problèmes de division touchent aussi le rugby. En effet, l'État a imposé aux sélectionneurs de l'Afrique du Sud, pour le mondial de rugby 2015, un quota de 7 joueurs non blancs à son sélectionneur, pour pallier le manque de diversité encore présent dans l'équipe nationale. Le progrès est tout de même réel, puisque les Springboks, vainqueurs de l'édition 2019 de la Coupe du Monde, étaient menés par Siya Kolisi, premier capitaine noir de cette équipe de rugby. En outre, de nombreuses polémiques sont venues entacher la magnifique victoire et l'héritage laissé par l'équipe sud-africaine de 1995. De nombreux joueurs sont aujourd'hui atteints de maladies graves, extrêmement rares, et des soupçons de dopage ont été automatiquement émis à l'encontre de toute l'équipe. De plus, la moitié de l'équipe néo-zélandaise a subi une intoxication alimentaire juste avant de disputer la finale. On peut très vite penser à un empoisonnement. Mais le grand public retiendra surtout cette victoire immense des Springboks, qui symbolise à jamais la nouvelle Afrique du Sud, voulue par son nouveau président Nelson Mandela. C'est à ce titre que Jonah Lomu déclare, des années après, « Les Springboks avaient Mandela avec eux. Le pays était finalement uni après des années de déchirement. Ce jour-là, ils se sont tous rassemblés. »